Il y a environ une année, un pédiatre m'a appelé. Il s'agit de Dr Bala Moussa Touré, qui est à la chirurgie pédiatrique à l'hôpital national Ignace. Et il m'a appelé pour me dire qu'il a reçu une fille violée. Et la petite, elle a 5 ans. Son seul crime, c'est d'être une fille, une innocente. Et là, on l'a commissionnée pour lui dire « va acheter de l'eau ». Elle est partie acheter de l'eau. Elle a trouvé un jeune. Le jeune qui devait vendre l'eau a pris la petite pour sa proie. Il a fait ce qu'il voulait, il a fini. La petite est repartie chez elle. Sa maman, ayant constaté le sang et tout ce qui s'ensuit, elle a pris la tête. Et la dame, elle n'est pas avec son mari. Elle est avec son beau-frère, le jeune frère de son mari. Et laissez-moi vous dire que ce jour, moi, Fatima, j'ai pleuré à l'hôpital Tantira, moi j'ai pleuré, c'était vraiment... Parce que je sais que j'ai des filles. Et je sais si ça aurait été mes filles, comment j'allais le vivre. Et quelle aurait été ma réaction. Je ne sais pas qu'est-ce que j'aurais fait, moi. Et quelle a été la suite? Et le monsieur... Quand ils ont écouté la petite, elle a expliqué, elle est innocente, elle ne sait pas ce qu'elle a vécu, vraiment que c'est quelque chose de dramatique. Elle a expliqué, ils sont partis, ils ont pris le type qui a violé la fille, il a 17-18 ans le jeune. Quand ils l'ont pris, ils l'ont envoyé vers une gendarmerie et après à l'OPROGEM, ils ont mené toutes les démarches et jusqu'aux dernières nouvelles, le jeune se trouvait à la maison centrale de Conakry. Mais jusqu'à présent, laissez-moi vous dire que le jeune n'a pas été jugé. Il n'y a pas de jugement. Je suis allée rencontrer Madame Chérif du tribunal de l'enfant, mais elle me dit qu'il y a les dossiers des enfants qui traînent. Et le monsieur qui faisait toutes ces démarches pour aider la petite et sa maman, qui était là, le pilier de la famille, lui, il est tombé malade. 6-7 mois de convalescence. Il est parti. C'est-à-dire décédé, quoi. Il est décédé. Et après, on parle de règlement de compte, d'empoisonnement, de plein de trucs de la famille du jeune. Et ça reste à vérifier. Ça reste à vérifier. On ne le sait pas. Le monsieur, il est parti. Et quel sera l'avenir de cette petite? J'ai les témoignages du monsieur jusqu'à présent. J'ai le reportage que j'ai eu à faire. J'ai l'interview du monsieur qui est là. Et chaque fois, je regarde ça. Mais c'est... Où va-t-on avec cette situation, madame? Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes dans l'émission Univers des femmes qui fait la promotion de la femme. Ce soir, donc, nous sommes avec madame Anne. Donc, elle est la directrice exécutive de l'ONG WAFRICA, entendez en anglais Women of Africa Guinée. Madame, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue dans l'émission Univers des femmes. Merci. Je crois que le plaisir est partagé. Oui, tout à fait. Merci. Alors, nous sommes là pour les femmes. On va parler de la femme guinéenne. Nous allons d'abord suivre votre portrait. Âgée de 40 ans, Madame Fatou Anne a plusieurs compétences, notamment en gestion administrative et budgétaire de projets et de campagnes. Au-delà, elle a une riche expérience professionnelle. En 2017, Fatou Anne a été consultante régisseur général conférence des jeunes sur le dividende démographique. Depuis 2009, elle a occupé les postes de coordinatrice de programme, puis directrice exécutive de l'ONG WAFRICA. Elle a aussi participé à plusieurs programmes, projets et ateliers en Guinée et ailleurs. Fatou Anne est aussi une femme aux multiples diplômes. En 1998, elle décroche un DUT en technique de commercialisation à Paris. 4 ans après, elle est titulaire d'un Master 1 en Business Administration à California State University Harvard aux États-Unis. En 2016, elle a encore été gratifiée d'une attestation de formation sur les droits des femmes. Jusqu'à maintenant, elle est directrice exécutive de l'ONG WAFRICA, Women of Africa Guinée. Vous avez suivi votre portrait. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à ce portrait de cette grande dame? Non, je pense que tout a été dit. Voilà. Vous n'avez rien à ajouter? Non. Alors, votre association a 20 ans aujourd'hui. Oui.
Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de l'historique de WA Africa? Alors, WA Africa est une ONG qui a été créée aux États-Unis il y a 20 ans, en effet. Donc, on est contente de fêter ces 20 ans. Et WA Africa a toujours été une ONG de femmes, pour les femmes, et pas seulement guinéennes, mais africaines de manière générale. Et donc, elle a commencé aux États-Unis avec pour mission d'appuyer les femmes africaines dans leur communauté haute. Elle a donc été créée par 3 femmes africaines, une qui était du Ghana, une de la Centrafrique et une qui était une de nos consoeurs justement guinéennes, mais plus précisément en fait guinéo-congolaise, en la personne de Mariam Tendou Camara. Donc cette consoeur est venue en Guinée en 2005 dans le cadre d'une mission exploratoire pour savoir un peu quelle était la situation des femmes en Guinée justement. Et après sa mission exploratoire, le cœur l'a ramenée au pays et elle est donc revenue installer l'ONG qu'elle a créée à travers une convention d'établissement, d'abord en tant qu'ONG internationale au niveau du MAT2 en 2005. Et elle a donc créé l'ONG avec plusieurs personnes ici sur place et l'appui évidemment du conseil d'administration à l'international. Et la mission de l'ONG depuis a été de contribuer au bien-être socio-économique des femmes et des jeunes filles en Guinée. Et donc de 2005 jusqu'à 2011, elle a assuré la représentation de l'ONG en Guinée. J'ai moi-même rejoint l'ONG dont j'étais membre depuis 1998 aux États-Unis. Je l'ai rejoint en Guinée en 2009 pour assurer la coordination des programmes et ensuite la direction exécutive à partir de 2014. Entre-temps, Madame Camara, Mariam Tendou s'est exilée malheureusement chez nos voisins au Sénégal pour assurer la communication régionale de l'Agence des Nations Unies pour les femmes. Et depuis, donc, WA Africa continue de faire son bout de chemin et a continué de travailler et d'œuvrer pour les femmes en Guinée. Avec vous, et les jeunes filles. Sans elle maintenant? Elle est toujours dans le panorama, mais de loin. Voilà, en fait, elle a le titre de membre fondatrice, évidemment, parce que c'est elle qui a fondé l'ONG à l'époque, mais elle est aussi très impliquée au jour d'aujourd'hui dans les décisions stratégiques, dans le conseil d'administration et même à travers des partenariats avec des initiatives et des entreprises qu'elle a au Sénégal. Voilà. Puisque vous êtes aujourd'hui la directrice exécutive de l'ONG, est-ce que vous pouvez nous parler vraiment de la situation actuelle de WA Africa? Alors aujourd'hui, WA Africa, je suis fière de dire que c'est une équipe d'une dizaine de personnes très engagées, très dédiées. Et ça, c'est une équipe permanente, mais on a aussi d'autres personnes bénévoles et de bonne volonté qui nous appuient. Et donc ces 10 personnes travaillent sur plusieurs projets. Un projet qui nous tient très à cœur, qui nous pensons vraiment à l'avenir de la femme en Guinée. C'est un projet d'école où chaque année, on réussit à prendre en charge une centaine de jeunes filles qu'on appuie dans 2 écoles de la place et donc on supporte pour que effectivement elles aient plus d'attention dans leur scolarité et qu'elles soient capables d'être maintenues en fait à l'école et de continuer leur cycle. Parfois ça tient seulement pendant l'année où on les prend en charge à augmenter leur confiance en elles, de sorte à comprendre qu'elles sont capables de finir leur éducation et aussi comprendre l'importance de l'éducation. En dehors de à côté des jeunes filles, on appuie aussi à travers de la formation en pédagogie active les maîtresses en fait qui enseignent dans ces écoles. Ensuite, WA Africa a un projet qui vient d'être clôturé et qu'on espère reprendre bientôt, qui s'appelle le projet Lolé. Donc Lolé, ça veut dire étoile dans notre langue vernaculaire. Et en fait, c'est un projet qui a visé pendant une année à mettre en lumière des femmes. 20 femmes guinéennes qui ont été formées sur les questions de droit à la santé, de droit à l'éducation et de violence basée sur le genre. Et ensuite, 10 d'entre elles ont porté des projets dans nos communautés, 10 quartiers de la capitale, des projets justement sur les sujets sur lesquels elles avaient été formées à côté de la gestion de projet. Et donc on peut dire qu'on est contente d'avoir eu vraiment des étoiles. Qui Quand vous arrivez à former ces jeunes filles, comment vous faites? Vous leur donnez du boulot ou quoi? Alors justement, en fait, dans le cadre de ce projet, après les avoir formées, il s'agissait de leur donner une petite bourse qui leur a permis d'aller porter des projets dans les communautés. Donc ce projet vient de finir, on essaie de voir
voir comment continuer, mais on est toujours très proche de ces femmes qui continuent d'être vraiment des étoiles dans les communautés où elles sont et de porter notre cause finalement, en fait la cause commune de toutes les femmes et des jeunes filles en Guinée. Et donc ensuite on est content d'avoir un projet qui est appuyé, donc ce projet est appuyé déjà par la Fondation Osiwa, et en dehors de ce projet on est content d'avoir l'appui de la Fondation Orange aussi, à travers un concept qu'on appelle maison digitale. Donc on a une maison digitale à Koya, dans laquelle on a un programme qui en fait vise à former des femmes et des jeunes filles en utilisant le numérique et sur le numérique. Donc la Fondation Orange, dans ce cadre, a appuyé la rénovation du centre, un centre qui est un centre social qui appartient à une ONG partenaire qui est l'ONG Sarinka, et aussi à fournir des kits, ce qu'ils appellent des kits digitales, donc des tablettes, des ordinateurs. Donc vous avez des femmes en milieu rural qui n'ont peut-être jamais vu un ordinateur, une tablette, qui aujourd'hui sont capables d'avoir accès à ces outils et d'apprendre à les utiliser en fait. Ça c'est bien. Vraiment une fierté ça, pour nous. Bien. Voilà. Donc, en dehors de ce projet, on a aussi un projet qui est un projet qu'on mène avec d'autres ONG guinéennes, des ONG de droits humains. Et en fait, on est membre d'un collectif qu'on appelle le collectif des ONG pour des textes respectueux des droits humains. Dans ce cadre, on a suivi un peu la réforme de la sécurité, de la justice, et on a pu donner des recommandations sur certains textes qui devaient être passés, entre autres le code pénal, le code de procédure pénale, le code civil qui on espère en cours d'être passé, mais aussi la loi anticorruption, la loi sur les défenseurs des droits humains, actuellement la loi sur l'accès à l'information. Donc ça aussi c'est une manière pour nous de faire un plaidoyer sur des questions qui sont importantes, et en fait ça c'est vrai que c'est le cadre juridique, mais finalement c'est ce qu'on souhaiterait voir utilisé pour améliorer la situation des femmes et des filles en Guinée. Donc ça c'est notre troisième projet phare. En dehors de ça, on est impliqué dans beaucoup d'initiatives et dans beaucoup d'autres projets qui nous tiennent à cœur. Mais c'est à peu près les 4 projets qui sont, on peut dire, phares. On va rester toujours dans le cadre de la formation des jeunes filles, puisque c'est les jeunes filles d'aujourd'hui qui vont devenir les femmes de demain. Donc, comment vous faites pour avoir ces jeunes filles? Parce que des fois, c'est pas facile avec les parents. Il y en a qui préfèrent garder les enfants à la maison pour faire la cuisine, les préparer pour le ménage. Et comment vous arrivez vraiment à vous en sortir, à voir les filles pour les former? Alors, vous avez mis le doigt sur beaucoup de nos défis et difficultés. En fait, au niveau des 2 écoles, on a la chance d'avoir un appui très fort de la part des directions, qu'on salue d'ailleurs vraiment pour l'appui qu'ils nous ont porté pendant ces 3 dernières années. Et donc, ce que les directions font, c'est qu'elles identifient dans les classes 5 filles dans chaque classe qui sont en difficulté. Et ensuite, on essaye de sensibiliser les parents à savoir qu'elles resteront 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine, 1 heure supplémentaire avec nous et les maîtresses pour qu'on puisse les appuyer. Donc vraiment, si je peux dire que ça marche ou bien qu'on arrive à garder ces jeunes filles, c'est surtout grâce à l'appui des directions. C'est vrai aussi qu'on fournit des goûters qui font que ça encourage un peu les jeunes filles à 13h qui doivent aller chercher à manger, préparer, etc. Mais c'est aussi de sensibiliser les parents et d'avoir l'appui des directions. Ça, c'est pour le projet d'école. Pour les autres projets, c'est pas facile aussi. En fait, c'est de la motivation. C'est comment intéresser les jeunes filles. Quand les formations sont intéressantes, elles viendront. Et généralement, ça marche assez bien. Et c'est vrai que parfois, quand elles sont empêchées, c'est pour les raisons que vous avez soulevées. Oui. Au départ, quand vous avez commencé votre intervention, vous avez parlé dans l'objectif de l'ONG et la lutte contre la violence faite aux enfants. Ok, moi je vais vous faire venir une dame qui est avec nous, une collègue, elle s'appelle Fatimatou Diallo, qui a vécu un fait. Vraiment un fait, puisque vous parlez des enfants de 5 ans, des femmes, tout ça là, elle a vécu ce fait, elle va venir expliquer ça devant vous, les téléspectateurs vont suivre. Vous vous occupez en partie de l'éducation des enfants, les enfants qui ne sont pas vraiment faits par vous. Vous avez aussi vos enfants à la maison, donc l'éducation, comment vous faites? Moi, j'ai peur que l'éducation de ces enfants ne domine pas de l'éducation de vos propres enfants.
Parce que quand tu laisses une enfant à la maison, une fille, sans avoir pensé à elle, son éducation, il faut qu'elle soit entourée de quelqu'un. C'est un cas que Fatoumata va expliquer. Mais en attendant, comment vous allez faire l'éducation, comment vous arrivez à concilier les deux? Alors, je pense que j'ai beaucoup de chance de ce côté-là. Déjà, une première chance, c'est que j'ai eu mes enfants assez tôt. Donc j'ai les deux premières qui ont grandi, qui ont 16 et 14 ans, et la dernière a 5 ans. Donc j'ai les deux premières qui m'aident beaucoup avec la dernière, ça c'est une chose, c'est une facilité. Mais aussi en dehors de ça, je pense que j'ai toujours expliqué à mes enfants le travail que je faisais, et je pense que ça finit par être une inspiration pour elles. Et donc du coup, attention, je ne recommande à personne de négliger ses enfants. C'est d'abord ses enfants. Donc je vous rassure, je ne néglige pas mes enfants, et elles passent toujours d'ailleurs en premier. Mais je pense que elles sont plus privilégiées, donc elles ont beaucoup plus de chance. Et le fait que moi je travaille dans le domaine de, c'est vrai, la scolarisation de la jeune fille, en fait ça devient presque un encouragement pour elles de se dire que leur maman aide d'autres jeunes filles qui sont moins privilégiées, mais en attendant je reste quand même avec elles. Donc qu'est-ce que ça fait? C'est pas que je les néglige, c'est que c'est juste un double travail, mais ça c'est la réalité de toutes les femmes en Guinée. Quand on finit au bureau, et ça c'est toutes les femmes en Guinée, on a un deuxième travail qui nous attend à la maison. Il s'agit juste de ne pas délaisser ce deuxième travail, parce qu'à la fin de la journée, c'est nous qui perdons. Donc tout ce que je peux dire, c'est que Votre dernier enfant, il a 5 ans. Ou elle a quel âge? 5 ans. Oui. Fatoumata, on vous donne la parole. C'est par rapport à un enfant qui a 5 ans aussi. Oui, exactement. On vous donne la parole. Oui, je vais commencer par saluer les chers téléspectateurs, ceux qui nous suivent en ce moment. Et je vais expliquer cette situation que j'ai eu, je vais dire, la chance de témoigner. Et c'est avec un cœur meurtri que je vais parler de ça. Il y a environ une année, un pédiatre m'a appelé. Il s'agit de Dr Bala Moussa Touré, qui est à la chirurgie pédiatrique à l'hôpital national Ignace Dey. Et il m'a appelé pour me dire qu'il a reçu une fille violée. Et la petite, elle a 5 ans. Son seul crime, c'est d'être une fille, une innocente. Et là, on l'a commissionnée pour lui dire, va acheter de l'eau. Elle est partie acheter de l'eau. Elle a trouvé un jeune. Le jeune qui devait vendre l'eau a pris la petite pour sa proie. Il a fait ce qu'il voulait, il a fini. La petite est repartie chez elle. Sa maman, ayant constaté le sang et tout ce qui s'ensuit, elle a pris la tête. Et la dame, elle n'est pas avec son mari. Elle est avec son beau-frère, le jeune frère de son mari. Et laissez-moi vous dire que ce jour, moi, Fatoumata, j'ai pleuré à l'hôpital Tantira, moi j'ai pleuré, c'était vraiment... Parce que je sais que j'ai des filles. Et je sais si ça aurait été mes filles, comment j'allais le vivre et quelle aurait été ma réaction. Je ne sais pas qu'est-ce que j'aurais fait moi. Et quelle a été la suite? Et le monsieur, quand ils ont écouté la petite, elle a expliqué, elle est innocente. Elle ne sait pas ce qu'elle a vécu, vraiment que c'est quelque chose de dramatique. Elle a expliqué. Ils sont partis, ils ont pris le type qui a violé la fille. Il a 17-18 ans, le jeune. Quand ils l'ont pris, ils l'ont envoyé vers une gendarmerie et après à l'OPROGEM, ils ont mené toutes les démarches et jusqu'aux dernières nouvelles, le jeune se trouvait à la maison centrale de Conakry. Mais jusqu'à présent, laissez-moi vous dire que le jeune n'a pas été jugé. Il n'y a pas de jugement. Je suis allée rencontrer Madame Chérif du tribunal de l'enfant, mais elle me dit qu'il y a les dossiers des enfants qui traînent. Et le monsieur qui faisait toutes ces démarches pour aider la petite et sa maman, qui était là, le pilier de la famille, lui, il est tombé malade. 6-7 mois de convalescence, il est parti. C'est-à-dire décédé, quoi? Il est décédé. Et après, on parle de règlement de compte, d'empoisonnement, de plein de trucs de la famille du jeune. Et ça reste à vérifier. Ça reste à vérifier. On ne le sait pas. Le monsieur, il est parti. Et quel sera l'avenir de cette petite? J'ai les témoignages du monsieur jusqu'à présent. J'ai le reportage que j'ai eu à faire. J'ai l'interview du monsieur qui est là. Et chaque fois, je regarde ça. Mais où va-t-on avec cette situation, madame?
Madame Anne, vous avez la question. Si jamais un tel cas se posait devant l'ONG, quelle sera la réaction de votre association? Qu'est-ce que vous allez faire? Écoutez, c'est malheureux à dire, mais des cas pareils, ils s'en posent malheureusement trop dans notre pays et dans notre contexte. En fait, ça fait 2 années, je pense, depuis que au moins les gens en parlent. Il y a un phénomène qu'on appelle le silence qui se brise. Donc les gens osent parler de ces faits. Mais la réalité, c'est que même s'ils en parlent, la suite qui est donnée n'est pas encore ce qu'on souhaiterait. Alors quand vous avez des cas pareils, en fait, ce qu'il faut comprendre dans la prise en charge, c'est une violence basée sur le genre, violence sexuelle particulièrement. Dans la prise en charge des violences sexuelles, il faut savoir plusieurs choses. La première chose que l'on pense être importante, c'est qu'il faut savoir que des professionnels doivent s'occuper des cas. C'est pas parce qu'on a été très touché, parce qu'on aime les enfants, parce qu'on est touché par une situation qu'on doit répondre. Les professionnels sont dans 4 domaines, mais 3 en particulier. Le premier, c'est le domaine médical. Donc les victimes doivent être référées où il faut pour une prise en charge médicale. Et je vous explique pourquoi c'est tellement important. Parce que, en fait, si la prise en charge est faite dans les 72 heures, la victime est épargnée de maladies graves. Maladies graves telles que ce qu'on appelle les IST-VIH, donc les infections sexuellement transmissibles qui peuvent mener à terme à la stérilité ou le VIH. Et on sait quelle maladie est le VIH, jusqu'à nos jours incurable. Donc si la personne est traitée dans les 72 heures et référée dans les 72 heures, alors elle peut éviter ces maladies. Donc ça, c'est l'une des choses très importantes pour référer les victimes vers le médical. La deuxième raison, c'est que le jour où vous arriverez devant la justice, on vous demandera ce qu'on appelle un 2 par la loi. Le 2 par la loi, c'est un certificat qui ne peut être fait que par un médecin légiste. Et donc la médecine légale. Vous entendez bien médecine, donc le côté médical et légal. En fait, c'est le trait d'union. Et c'est avec ce certificat que le juge pourra prendre une décision sur le cas. Donc si ça n'est pas fait... Le tribunal des enfants est saisi après tout ça. Le tribunal des enfants fonctionne, mais c'est quand il est saisi. On a un souci dans notre pays, je vous explique, c'est que la plupart du temps, et l'année dernière, une de nos plateformes qui s'appelle la COFIG, la Coalition des femmes et filles de Guinée, a fait une campagne de 2 mois, je pense, ou d'1 mois, par laquelle elles ont envoyé près de 2000 femmes dans nos quartiers pour demander aux gens d'arrêter de faire des arrangements à l'amiable. C'est dramatique ce qui se passe chez nous. Un enfant de 5 ans violé, c'est pas seulement le physique qui est pris. Parce que le physique encore, vous avez de la médecine réparatrice, d'accord? Mais la blessure la plus profonde et la plus difficile à soigner, c'est la blessure psychologique. Vous avez des jeunes filles qui ne se marieront jamais, ou bien qui seront mariées et qui souffriront de ça toute leur vie, ou qui n'accepteront peut-être jamais qu'un homme les touche. Donc vous voyez, en fait c'est dramatique, et c'est dramatique à long terme. Et malheureusement, donc l'autre prise en charge qui va avec la prise en charge médicale, c'est la prise en charge qu'on appelle psychosociale. Celle-là aussi est très importante. Parce qu'en fait, la blessure interne est plus importante que la blessure externe. Et réellement, on dit qu'une victime est soignée des années après. Ça prend entre 3 à 5 ans quand le psychosocial a fait son travail. Et donc aujourd'hui, pendant longtemps en Guinée, on a eu un souci, c'est que cette prise en charge n'existait pas réellement. Et au contraire, on essayait de dire aux gens, couvez, n'en parlez pas. Et on s'étonnait quelques années après que des filles ne puissent pas être scolarisées, soient traumatisées et des comportements limite de folie, etc. Mais si vous regardez derrière, elles ont été victimes de certaines choses. Donc il faut prendre en charge. Au jour d'aujourd'hui, on a le docteur Chérif qui est en Guinée, qui, on a beaucoup de chance, a mis en place une clinique qui fait cette prise en charge. Donc on a de plus en plus de professionnels qu'on n'avait pas avant qui font cette prise en charge. La deuxième chose, c'est ce qu'on appelle le juridique et le judiciaire, pardon, la troisième prise en charge. Oui. Voilà. Et donc cette prise en charge, il s'agit, Madame a parlé de l'OPROGEM, donc de l'Office de protection du genre et des mœurs en Guinée, qui est en fait un service qui a été mis en place grâce au plaidoyer des femmes en Guinée, particulièrement de la CONAG DCF, qui est une coalition de femmes ici, Coalition nationale des femmes guinéennes. Et donc, grâce à leur plaidoyer, on a mis en place ce service qui est dans les gendarmeries
gendarmerie et les postes de police et qui prend en charge particulièrement et qui sait particulièrement gérer les violences sexuelles. Donc eux, ils sauront quoi faire, eux sauront délivrer le de par la loi, ils sauront référer la victime vers les services médicaux, psychosociaux, etc. Et assurer une prise en charge correcte et aussi s'assurer que les procédures soient suivies de sorte à ce que quand on arrive devant le juge puisse effectivement peser en la faveur de la victime. Donc ça, c'est les 3 prises en charge. Ensuite, la 4e, c'est la réinsertion. On n'a pas encore beaucoup de gens qui le font en Guinée. C'est pas peut-être le plus important, mais il faut savoir qu'une fois qu'une femme a été violée, souvent elle a besoin d'un appui pour être occupée en fait. Donc dans des situations de réinsertion socio-professionnelle. Donc c'est un peu ça, c'est la 4e prise en charge. Amis téléspectateurs, c'était un témoignage de Fatimatou. Nous allons nous continuer notre... Fatimatou, vous avez entendu ce qu'il faut faire. Hein? Donc, on va vous laisser partir. Vous n'avez rien à ajouter? Je rajouterai une chose par rapport à ce témoignage en particulier. Paix à l'âme de la personne qui est disparue. Donc, malheureusement... Donc, l'affaire est classée. L'affaire n'est pas classée. Parce que, comme elle l'a dit, le prévenu est encore à la maison centrale. Et donc, il est en attente de jugement. Mais ce que je demande, c'est à cette famille, en dehors de ce monsieur, et pour même respecter sa mémoire, c'est de suivre cette affaire, de poursuivre cette affaire. Mais qui va suivre? La personne qui suit, elle est déjà partie. La maman, non, la pauvre, elle ne peut même pas, elle ne veut même pas qu'on sache que sa fille a été victime de quelque chose pour sauvegarder au moins, quand elle sera grande, son mariage. Alors que d'autres personnes dans la famille prennent la responsabilité pour la mémoire de cette personne qui est décédée. Pendant que l'autre a été empoisonné, pour faire taire la chose. Les gens vont avoir peur. Exactement. Parce que ce que les gens doivent comprendre, c'est que ces personnes, quand vous les jugez pas, quand vous les condamnez pas, elles restent autour de nous dans notre environnement. Et elles sont souvent malheureusement récidivistes. Vous allez à la médecine légale, la plupart des cas, quand les gens vont au médical, c'est parce que justement il y a un problème au niveau de l'organe ou etc. Et quand la médecine légale voit les victimes, surtout les petites filles, elles vous diront souvent c'est pas la première fois. Le violeur avait déjà frappé. Ça fait un certain temps. La défloration n'est pas nouvelle. Donc, la fille a été violée bien des fois avant. Et il y a eu des arrangements à l'amiable. Les familles ne sont pas venues. Au bout de la 3e fois, la famille vient. Pourquoi laisser une jeune fille, se faire violer plusieurs fois? Pourquoi laisser d'autres filles se violer? La question reste posée, Madame Anne. Donc, pour finir l'émission, le regard ou le message de votre choix par rapport aux enfants? Alors, par rapport aux enfants, 2 choses. Comme on vous a dit, on a, après beaucoup de réflexions en fait et de travail qu'on a fait ici sur les violences basées sur le genre, malheureusement on se retrouve souvent dans ce registre que c'est pas un choix, c'est parce qu'il y en a beaucoup. Donc la première chose sur laquelle on s'est dit qu'il fallait travailler, c'est la scolarisation de la jeune fille. Très important, il faut que les jeunes filles soient scolarisées. Les parents qui ont peur qu'à 12-13 ans ou dans l'âge de l'adolescence, les filles soient perverties, sachez que si les filles sont éduquées, généralement elles ne se pervertissent pas. Donc éduquons nos filles, c'est vraiment la réelle solution à notre problème par rapport aux violences et à bien d'autres choses que notre société vit. 52% de la population en Guinée est féminine. Si elle n'est pas éduquée, c'est 52% de perte en développement. Donc ensuite, vous avez la deuxième chose qui nous importe beaucoup, on l'a dit, c'est d'arrêter les arrangements à l'amiable, de laisser la justice faire son travail, ou au moins qu'il y ait justice pour ces femmes et ces jeunes filles. Ok. Merci Madame Anne d'être venue sur le plateau de l'émission Univers de femmes. Amis téléspectateurs, c'est un rappel. Votre émission a reçu pour vous ce soir Madame Fatou Anne. Madame Fatou Anne qui est directrice exécutive de l'ONG WA Africa, entendez, Women of Africa Guinée. Je ne peux que vous remercier, la technique, et puis merci aux téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde. Encore une fois, bonsoir et je vous dis merci beaucoup. Merci d'être venu sur l'émission Univers de femmes. Bonsoir à vous.